C'est la question de la littérature du XVIIIe siècle dans les programmes de collège que je vais aborder. Et je tiens à remercier les organisateurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? J'attends peut-être que les dernières personnes s'installent. Donc je tiens à remercier les organisateurs de cette journée de m'y avoir convié. Je tiens beaucoup au lien entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire dans lequel j'ai moi-même travaillé une dizaine d'années autrefois. J'ai quitté quand même le lycée il y a 20 ans. Ça commence à faire un bout de temps. Bon, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que je ne peux que me féliciter qu'on me demande en tant que 18e de parler des nouveaux programmes de collège, de même que je ne peux que me féliciter qu'on ait fait appel à d'éminentes spécialistes des littératures du Moyen-Âge ou du XVIIe siècle qu'on a entendu ce matin pour engager le dialogue avec vous. Cela signifie que la lecture des textes anciens, je dis anciens dans le sens d'antérieur à la Révolution française, bon, qui est une manière un peu particulière d'utiliser le mot ancien, garde tout son sens dans l'enseignement secondaire, ce dont je suis heureux. Cependant, si je cherche dans les programmes une entrée qui invite non pas à choisir librement le XVIIIe siècle ou une autre période, mais qui impose de travailler sur le XVIIIe siècle pour lui-même, je ne trouve, comme vous pourrez le constater avec moi, je vais détailler un peu, pas grand-chose. Et je pense que Véronique, ce matin, a fait le même constat sur le Moyen-Âge. En sixième, les thématiques retenues n'ont évidemment rien de spécialement 18e, ce serait surprenant qu'elles soient 18e en 6e, et les rares textes explicitement cités sont Homère, Ovide et la Bible. Et encore, pour les deux premiers, sans obligation absolue, puisque si j'ai bien compris, le professeur peut éventuellement choisir entre les deux, Ovide et Homère, et donc notamment faire l'impasse sur Homère, ce qui, j'avoue, me chagrine. Je ne peux que le dire parce que c'est ce que je pense. En cinquième, quelques problématiques comme celle du voyage et de l'ailleurs, celle de la relation à autrui, la création de mondes utopiques sont idéales pour être illustrées par des textes du XVIIIe siècle, mais sans aucune obligation. En quatrième, une comédie du XVIIIe siècle semble devoir être lue. Le professeur choisira probablement entre Marivaux et Beaumarchais, même s'il y a d'autres possibilités, des touches par exemple. Mais le fait que dans l'entrée « dire l'amour », cela apparaît comme une contrainte, ou du moins cela semble apparaître comme une contrainte, et dans l'entrée « individu et société » seulement comme une possibilité en rivalité avec la lecture d'une tragédie du siècle précédent, donc du XVIIe, m'a un petit peu étonné. Juste après, il est dit que le professeur fait lire des extraits de romans ou de nouvelles des XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles, et on ne comprend pas très bien s'il est obligatoire d'illustrer tous ces siècles, mais j'ai peut-être pas très bien compris l'esprit des programmes de ce point de vue-là, ou si la fourchette 18e, 21e est donnée comme indicative, je pense que c'est plutôt le cas, avant tout pour exclure des textes plus anciens. D'autant plus que si on lit vraiment des nouvelles de chacun de ces 4 siècles, cela risque de faire beaucoup. Toujours en quatrième, plusieurs autres problématiques, et c'est évidemment légitime, ont leur point de départ au XIXe ou au XXe siècle. Il suffit de consulter les programmes, je ne détaille pas. En troisième, on retrouve un cas de figure comparable à la cinquième. Il est évident que des textes célèbres du XVIIIe siècle, je vais d'ailleurs en parler longuement, peuvent illustrer l'écriture autobiographique ou des genres comme les mémoires, les journaux et les correspondances. Mais la place du XIXe et surtout du XXe siècle est très importante et nulle part le XVIIIe siècle n'est présenté comme un objet de réflexion en soi. Tout cela m'amène à quelques constats simples. D'abord, en dehors peut-être de la lecture d'une comédie du XVIIIe siècle en classe de quatrième, mais même ça, j'ai des doutes, le cas de figure d'un élève de collège qui ne lirait tout au long de ses 4 années de collège aucun texte du XVIIIe siècle semble possible théoriquement à partir de la lecture de ces programmes. Ensuite, aucun auteur du XVIIIe siècle, pas même Voltaire par exemple, et sauf erreur de ma part, n'est cité nommément dans les programmes. Autre point, je n'ai peut-être pas lu attentivement tout, mais je n'ai trouvé nulle part quoi que ce soit qui ressemble à une première rencontre, vraiment prévue comme telle, des élèves avec les Lumières. Elle est possible, bien sûr, mais elle n'est pas programmée, justement. Enfin, le XVIIIe siècle n'est pratiquement nulle part envisagé pour lui-même, et dans la plupart des cas, contrairement au siècle plus récent,
qui connaissent un traitement de faveur, figurent comme un possible et non comme une obligation. Et si l'histoire littéraire est bien le sujet de la journée qui nous rassemble, les derniers programmes de collège sont dans la continuité, alors ils sont en rupture avec les programmes précédents, sans doute pour bien des raisons, mais ils sont dans la continuité des précédents et accentuent encore, me semble-t-il, l'affaiblissement de l'histoire littéraire comme principe officiel de structuration des apprentissages littéraires. Je ne dis pas ça pour entonner un refrain trop connu sur le bon vieux temps, en partie mythique de l'apprentissage chronologique de la littérature, mais pour souligner que c'est la responsabilité du professeur de français de rendre ces programmes compatibles avec l'acquisition de repères et de connaissances en histoire littéraire, et que ce sont les choix qu'il va faire à partir de ce que les programmes permettent qui vont donner une place réelle ou non à l'histoire littéraire en général, au XVIIIe siècle en particulier dans l'enseignement du français au collège. Puisque l'institution a renoncé à être contraignante sur ce point, l'enseignant est obligé de se demander quelle place il donne aux différentes périodes de l'histoire littéraire et de quelle manière il peut, d'une part, ne pas trop sacrifier, j'y tiens beaucoup, les périodes les plus anciennes, et je pense que mes collègues 17e, 18e, 16e y tiennent aussi. D'autre part, aider les élèves à se retrouver un peu dans la jungle de la confusion historique totale qui peut résulter d'orientations globalement plutôt thématiques ou génériques. Mais là, évidemment, c'est quelque chose qui a fait son apparition dans les programmes depuis un certain temps. Et encore une fois, je ne suis pas du tout dans la nostalgie du bon vieux temps. Ce serait une très mauvaise compréhension de ce que je dis que de le prendre comme ça. Le danger quand même, qui est connu et réel, c'est que les auteurs classiques, la question des classiques a été abordée ce matin par Hélène Merlin et je vais beaucoup en parler, et les textes plus anciens soient sous-représentés dans les classes des milieux dits défavorisés et qu'ils soient au contraire généreusement servis dans les collèges les plus huppés des centres-villes, avec d'un côté, en caricaturant un peu les choses, des classes qui lisent Voltaire et La Fontaine, pour ainsi dire tous les jours, de l'autre, des classes qui n'en entendent pratiquement jamais parler. La lecture des textes du canon, celle des classiques, est devenue largement facultative. C'est ce caractère facultatif qui m'interpelle dans des programmes qui vous laissent une très grande marge de liberté. Mais je ne veux pas m'éterniser sur ce point, c'est un débat qui n'en finit plus, et nous connaissons tous par cœur les arguments de ceux qui pensent que la lecture des textes classiques est indispensable et de ceux qui pensent qu'elle est inutile, difficile ou même impossible. Je fais partie des premiers. Je pense que c'est clair, mais je ne pourrais pas faire autre chose pour défendre mon point de vue que donner des raisons que tout le monde connaît déjà. Je m'excuse si cela paraît superflu et laborieux, mais je vais donc passer en revue certaines des questions au programme qui peuvent être travaillées à partir de textes du XVIIIe siècle ou qui peuvent leur donner une place et donner quelques pistes indicatives. Je m'arrêterai un petit peu plus longuement à la fin de ma présentation sur une problématique de la classe de 3e en rapport direct avec un de mes domaines de spécialité, celle de l'écriture, des écritures du moi, des écritures de soi. Je vais me concentrer par ailleurs sur les 3 années du cycle 4, car le programme de 6e, même s'il a renoncé à travailler sur des textes présentés comme fondateurs en tant que tels, pour des raisons qu'il faudrait clarifier sans doute dans le dialogue, et je regrette qu'il n'y ait pas de spécialiste de l'Antiquité aujourd'hui pour aborder le sujet. Comment a-t-on pu passer de textes fondateurs aux monstres et aux récits de création ? Ce n'est pas la même chose. Donne une large place, par le biais de thématiques qui s'y prêtent, à l'Antiquité et à la Bible, donc les programmes de 6e, et par ailleurs à des genres comme la fable ou le conte, dont les auteurs les plus représentatifs à l'époque classique, en tout cas au niveau de la 6e, appartiennent au siècle précédent, au XVIIe, à un genre, enfin, le roman d'aventure, qui n'existe pas encore au XVIIIe siècle et semble plutôt une création du XIXe. Alors, plusieurs problématiques proposées en classe de 5e me semblent ainsi pouvoir justifier une rencontre stimulante et riche des élèves avec l'époque des Lumières. Le thème du voyage et de la découverte de l'altérité d'abord, et peut-être surtout, parce qu'il s'agit d'un des thèmes centraux des Lumières qui contribue à leur donner une part de cohérence et de relative unité. Je ne vais pas revenir sur un refrain désormais bien connu, c'est que les Lumières n'avaient pas l'unité qu'on leur a prêtée a posteriori. L'élan vers l'autre, qu'il soit réussi ou raté, qu'il fasse des efforts sincères pour le penser vraiment, ou qu'il les écrase plus ou moins consciemment sous des catégories qui lui sont étrangères, est en effet au cœur de tout l'effort intellectuel et poétique des Lumières. Pour citer des œuvres qui n'ont strictement aucun rapport avec le thème du voyage et qui ne sont pas forcément utilisables en classe de 5e,
mais j'ai tendance à penser que presque n'importe quel texte peut être utilisé presque à n'importe quel niveau si on se pose la question du comment et du pourquoi. Allons-y avec de la provocation. Pourquoi pas une page de la critique de la raison pure en se demandant pourquoi on n'y comprend rien. Se demander pourquoi on ne comprend pas un texte, c'est en soi une question fort intéressante. Le Neveu de Rameau est ainsi un chef-d'œuvre insurpassable de dialogue entre deux sujets, se confrontant pleinement l'un à l'autre, jusqu'à mettre en question l'unité de leur moi et de leur pensée, et fracturer de l'intérieur l'idée même de moi et de cohérence de pensée. Pour cette raison, entre beaucoup d'autres, il s'agit d'une des œuvres les plus remarquables de la littérature européenne sur la question du rapport à autrui et sur les limites entre moi et non-moi. De même, l'Émile de Jean-Jacques Rousseau représente un effort sans précédent dans l'histoire de la pensée pour comprendre l'altérité de l'enfance et la pensée en particulier en la dégageant des représentations figées de l'homme adulte ou de l'enfant comme préadulte ou n'étant qu'une sorte de salle d'attente de l'âge adulte. De même encore, le portrait chez Saint-Simon, auteur dont je suis spécialiste, crée poétiquement les conditions inédites d'une traduction de la singularité d'autrui dans l'écriture, ce qui a notamment été célébré par de grands critiques comme Taine ou Auerbach, commentant son œuvre. Cette attention à l'autre est contemporaine de l'attention au moi, qui se développe de manière concomitante dans les constructions fictionnelles des romans mémoires de Prévost ou de Marivaux, véritable laboratoire poétique de découverte du moi moderne, puis dans les récits que nous appelons aujourd'hui autobiographie. J'y reviendrai sur un autre sujet pour la troisième, évidemment. Il y a quelques semaines, j'ai participé à un colloque passionnant à Genève sur ce que Martin Rueff appelle l'herméneutique des Lumières. Ce colloque avait pour gouvernail l'idée d'une démarche herméneutique qui ne consiste plus à dégager le plus haut sens et la vérité avec un grand V d'un texte sacralisé, par exemple la Bible, mais dans une dimension horizontale à autrui qui se complexifie et fait de l'altérité et de sa compréhension la clé de voûte d'une autre conception profondément différente de la vérité et de l'interprétation. Ainsi, illustré par les Lumières, le thème inscrit dans les programmes d'un élan vers l'autre et vers l'ailleurs, cela ne peut certes pas être les choisir, les Lumières, au hasard, mais au contraire, rendre sensible aux élèves le moment clé que les Lumières ont constitué dans le rapport de l'homme européen à l'idée même d'altérité. Naturellement, les textes des Lumières abordent aussi cette question à travers le thème du voyage. Il est au cœur d'un roman aussi emblématique des Premières Lumières que les Lettres persanes, qui n'est pas praticable, je pense, en œuvre intégrale au collège. Je me suis parfois demandé s'il était véritablement praticable en œuvre intégrale à l'université, tant ce texte part dans toutes les directions et pose des problèmes de culture à tous les niveaux, mais il l'est certainement par extrait. Il est au cœur de ce majestueux roman à la première personne qu'est le Cleveland de Prévost, avec l'épisode des Américains anthropophages qui pourrait sans doute séduire des élèves de 5e. Il est au cœur, enfin, de nombreux contes voltairiens, qu'il s'agisse d'un voyage dans l'espace, comme dans le cas de Microméga, qui transforme l'humanité elle-même en figure de l'altérité, ou de voyages bien terrestres, comme ceux qu'accomplissent les personnages de Candide, de la princesse de Babylone, ou de l'histoire des voyages de Scarmentado, petit chef-d'œuvre de quelques pages, que soit dit en passant, je recommande tout particulièrement pour l'utilisation en classe, 6 ou 7 pages, c'est génial, et c'est une unité qui est parfaitement maîtrisable par ses dimensions. Plusieurs de ces textes relèvent de la logique poético-philosophique de l'estrangement, identifié dans des textes remarquables par l'historien italien Carlo Ginzburg, qui a déjà été cité ce matin, notamment à partir d'une lecture de Montaigne, et qui consiste à présenter le propre comme étranger, à lui conférer un coefficient poétique d'altérité, que ce soit l'estrangement du français, et en particulier du parisien, dans les Lettres persanes, ou l'estrangement de l'être humain de manière générale dans Microméga. Alors bien sûr, tous ces textes risquent de paraître justement d'une étrangeté insurmontable à certains élèves. Mais l'apprentissage en classe de français passe par le fait d'affronter la complexité, j'en suis convaincu. Et justement, l'altérité historique des textes et par la modestie pédagogique qui a conscience du fait que certains éléments de cette complexité ne pourront pas
être expliqués aux élèves et qu'ils en feront de ces éléments ce qu'ils voudront, ce qu'ils pourront, ou les deux. Par exemple, il est hors de question de faire des cours systématiques aux élèves sur ce qui, dans la langue des textes du XVIIIe siècle, crée un effet d'étrangeté par rapport à l'état présent de la langue. Cette étrangeté, à défaut de l'analyser dans ses moindres caractéristiques formelles, on peut bien sûr en observer quelques-unes, mais c'est presque pas utile. Cette étrangeté, ils la vivront. Et c'est une expérience en soi d'une richesse exceptionnelle. Alors c'est un peu comme la première rencontre avec un texte médiéval dans sa langue d'origine. Les élèves ont à la fois l'impression d'une étrangeté totale et d'une familiarité un peu déconcertante. Et ils pourraient se prendre au jeu de tenter de traduire. J'avais autrefois observé, j'ai été formateur de professeur des écoles, il y a une quinzaine d'années, presque 20 ans de ça, et j'avais observé une séance passionnante en CM1 où l'expérience avait été tentée sur un extrait de Chrétien de Troyes en ancien français, et où les échanges des élèves autour du sens du texte devenaient de plus en plus passionnés. C'est-à-dire qu'ils s'étaient lancés dans une sorte d'enquête sur la signification du texte, et ils s'étaient lancés dans une entreprise de tentative de traduction collective qui passait bien sûr par le dialogue, et c'était vraiment extrêmement convaincant. Dans le même élan, en CM1, ils prenaient conscience de l'historicité de la langue, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas rien. On me permettra, pour illustrer mon propos, de sortir un instant du XVIIIe siècle en ce qu'il a de particulier pour insister de manière générale sur la nécessité de confronter les élèves au texte du passé. Donc de ce point de vue-là, je vais bien enfoncer un clou qui a déjà été un petit peu enfoncé ce matin. L'activité interprétative ne fonctionne en effet pas de la même manière selon que l'on est confronté à un texte d'Annie Ernaux ou à une page de Montaigne. Ce n'est absolument pas un jugement de valeur sur l'un ou l'autre de ces auteurs. Le lecteur ayant à affronter dans le second cas, je parle de Montaigne, un ensemble important de signes d'historicité du texte qui non seulement rendent sa compréhension plus difficile, parfois presque impossible s'il n'a pas reçu un certain savoir sur la langue et la culture du XVIe siècle, mais aussi l'activité interprétative gênée, entravée ou retenue par le sentiment d'une altérité partiellement insaisissable que le savoir atténue sans jamais pouvoir l'éliminer complètement, car nous ne pouvons pas nous transformer, même à force de travail acharné, et même lorsque nous sommes des chercheurs qui passons nos vies sur ces époques, en hommes du XVIe siècle ou du XVIIIe siècle, à supposer que cela ait un quelconque intérêt. S'il est sincère et ouvert à ce qu'on pourrait appeler leur étrangeté, qui n'est pas sans rappeler celle à laquelle est confronté l'anthropologue, notre rapport aux œuvres anciennes passe donc forcément par un mouvement de balancier entre identification et sentiment d'une distance subsistante, entre appropriation et désappropriation, entre l'expérimentation provisoire d'un tronc commun au moins imaginaire de l'humaine condition et le retour d'une altérité irréductible. Et lire Montaigne aujourd'hui, pour celui qui en fait le défi, car c'est une œuvre difficile, même pour le lecteur très cultivé, même pour les seiziémistes les plus chevronnés, qui m'avouent parfois qu'ils tombent encore sur des grosses difficultés de lecture lorsqu'ils affrontent Montaigne. Eh bien, lire Montaigne aujourd'hui, c'est pleinement faire vivre cette tension, à la fois par l'appropriation nécessaire qui rend tout simplement la lecture possible, et la désappropriation tout aussi nécessaire qui rend hommage à l'étrangeté du texte, et au moment où il semble pouvoir devenir parfaitement nôtre, le renvoie à son altérité obstinée. Il s'agit donc d'un vrai dialogue entre deux mondes historiques et sociaux, et il est aussi absurde de nier le monde du lecteur que de nier celui de l'auteur dans l'opération de lecture. C'est pourquoi je renverrai dos à dos ce qu'on appelle aujourd'hui historicisme et actualisation. J'aurais pu engager d'ailleurs sur ce sujet une réflexion plus approfondie sur l'équilibre entre information historique et démarche actualisante en classe de français dans l'approche de textes anciens. C'est une question à laquelle je me suis intéressé sur le plan théorique et sur le plan de la recherche en littérature, mais je préfère laisser cette question ouverte, peut-être qu'elle intéressera au moment des débats. Un exemple pédagogique archi-convenu, que j'ai choisi même volontairement comme étant presque provocateur par son caractère archi-convenu. Celui d'une récitation d'une fable de La Fontaine à l'école primaire. Je sors encore du XVIIIe siècle, je vais y revenir. Ou en classe de 6e, pourquoi pas, me semble suffire à illustrer la richesse de ce dialogue des mondes, passé et présent.
L'appropriation d'une fable de La Fontaine. Alors je vais prendre comme exemple le corbeau et le renard, ou la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, passe par sa mémorisation et son énonciation, qui sont loin d'être des exercices sans intérêt si on cesse de les envisager comme les passages obligés, qu'ils ne sont d'ailleurs plus, et qu'on les observe sans préjugés dans leur efficacité formatrice. Elle peut aussi passer par le fait d'inciter les enfants à vérifier le sens de la fable par des applications à leur vécu quotidien et à leurs observations sur la réalité qui les entoure, même s'il n'est pas certain qu'un élève de l'école primaire ou même de 6e pourra toujours illustrer le contenu des moralités des fables, alors même qu'il pourra quand même les comprendre. Comprendre et illustrer une chose, ce n'est pas forcément la même chose. Mais au moins aussi intéressant et essentiel est le travail inconscient ou semi-conscient de confrontation à travers ce type d'exercice de l'enfant à l'altérité linguistique et historique du texte, à ses tournures anciennes, à sa versification classique et virtuose, aux références sociales très ancien régime, de la moralité de la grenouille, avec ses marquises et ses pages, ses petits princes et ses ambassadeurs, et à des zones de résistance dans la compréhension liées précisément à l'historicité du texte. Aucun texte moderne articulant récit et moralité ou présentant un fort potentiel d'identification ne propose à l'enfant une expérience équivalente, non parce que les textes actuels sont forcément inférieurs sur le plan esthétique, je ne suis pas du tout dans une logique de hiérarchie des œuvres, mais qui produit... Et d'ailleurs, je constate que la littérature pour la jeunesse actuelle peut être parfois de très grande qualité, mais parce que le texte ancien résiste par son historicité même, à une appropriation sans reste. Cette appropriation sans reste qui est impossible, c'est quelque chose qui me semble extraordinairement formateur. Le fait même de dire ce texte, de l'interpréter dans le sens performatif, dans l'acte de sa récitation, dans la performance de sa diction, fait que l'enfant utilise sa propre voix pour faire exister un texte ancien et actualiser, mais pas au sens interprétatif, par sa parole, un énoncé qui, dans sa langue, son univers de référence, ses allusions, restent d'une étrangeté incontestable. L'enfant ou l'élève est donc engagé dans un acte interprétatif complexe qui dépasse largement la traduction de la moralité d'une fable en français moderne ou son adaptation à des exemples empruntés à la vie de tous les jours, mais qui dépasse aussi sa compréhension comme pur objet historique séparé de lui. L'historicité du texte empêche la pulsion actualisante, qui est naturelle, de tout balayer sur son passage et ne peut totalement être détruite ni par le discours de l'enfant qui l'associe à des éléments de son vécu, ni par le discours du professeur qui, par ailleurs, dans les petites classes de CM1, CM2 ou éventuellement de 6e, ne peut pas se permettre, je l'espère du moins, d'écraser le texte sous une masse importante de commentaires et de savoir. En même temps, tout ce qui permet l'intégration du texte au vécu de l'élève, à sa sensibilité, à son monde d'émotions, me semble indispensable, car autrement, le texte ancien est voué à rester un corps absolument étranger et mort, voire hostile, qui suscitera éventuellement, en tant que tel, un refus pur et simple du collégien et du lycéen qu'il va devenir, qui aura pour conséquence une écoute purement scolaire et passive du discours du professeur si l'élève joue le jeu, ou un refus de toute écoute s'il ne le joue pas. Et on sait bien que les élèves qui ne jouent pas le jeu, ça existe. Mais je referme ma parenthèse et je reviens au collège, à la classe de 5e, et au thème de l'altérité et du voyage. Proposer un ensemble d'extraits du XVIIIe siècle aux élèves de 5e pour illustrer la question de la rencontre de l'altérité à travers des voyages géographiques ou sociaux, fictionnels ou historiques, ce n'est donc pas la solution de facilité pour traiter ce sujet. Mais c'est une solution riche, à la fois parce qu'elle permettra une rencontre des élèves avec les Lumières à travers un thème fondamental auquel elles ont donné une résonance particulière, et qu'elle fera de ce thème non une entrée purement abstraite, mais un enjeu culturel au sens profond. La plus grande affaire du cours de français en matière de littérature, j'en suis convaincu, c'est celle du choix des textes par le professeur. Et le plus important, à mon sens, ce n'est pas l'ambition apparente de ce qui est enseigné par tel ou tel texte et ce qui peut être évalué à court terme du succès de cette rencontre, mais bien la rencontre envisagée pour elle-même de l'élève avec le texte.
le finalisme simpliste des compétences officielles à acquérir, que le professeur est bien obligé de garder comme un repère, puisqu'il est obligé d'évaluer les acquis sur le moyen terme d'une seule année, et donc en même temps un tremplin pour envisager les choses à plus long terme. Et il ne faudrait donc, de mon point de vue, renoncer à aucun texte, avec aucune classe, et surtout pas aux textes anciens, toujours dans le sens d'antérieur à la Révolution, même s'il est légitime de ne pas les aborder de la même manière et de ne pas les utiliser les mêmes stratégies pédagogiques avec tous les élèves pour faciliter et tout simplement rendre possible l'essentiel, cette rencontre avec les textes dont je suis en train de parler. Alors, je passe sur le thème du rapport à autrui et à la famille, qui est très beau et très riche, même si, évidemment, puisqu'il y est question de récits d'enfance et d'adolescence, cela peut être l'occasion d'une première rencontre avant le moment clé de la classe de 3e, avec l'autobiographie et avec Rousseau. Je passe un peu aussi sur la mort dans l'âme, pour illustrer sur le magnifique sujet, parce qu'il y a des beaux sujets dans ces programmes, sur la création de mondes imaginaires, qui peut être illustré par des extraits de Tolkien aussi bien que par des extraits de Thomas More. Et quoique grand admirateur de Tolkien, et malgré le fait qu'il a beaucoup compté dans ma propre passion pour la littérature, je pense qu'il faudrait faire attention à ne pas le transformer en prêt à enseigner sur ce sujet-là, lui ou ses imitateurs moins talentueux de l'heroic fantasy. Il y a certes au XVIIIe siècle, dans la lignée de More et de ses continuateurs du XVIIe siècle, quelques grands textes utopiques, mais ils ne sont pas très connus en dehors des chapitres de Candide sur l'Eldorado. En revanche, en ce qui concerne le rapport de l'être humain et de la nature, je voudrais tout simplement donner un exemple de texte du XVIIIe siècle qui me paraîtrait intéressant à exploiter. Il ne s'agit pas de l'exploiter dans toutes les classes, mais simplement voilà, un exemple de texte qui me paraît jouable et intéressant. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, il s'agit d'un extrait des Discours en vers sur l'homme de Voltaire, et particulièrement du 6e de ces discours. Alors, les Discours en vers sur l'homme de Voltaire, ça illustre le genre de la poésie philosophique qui existe depuis l'Antiquité. Le poème de Parménide, présocratique, est un des grands textes philosophiques d'avant Platon, et Lucrèce illustre la permanence d'une poésie philosophique dans l'Antiquité. Le genre de la poésie philosophique existe au XVIIIe siècle. Il y a un gros modèle anglais, c'est Essay on Man de Alexander Pope, et Voltaire a écrit des discours en vers sur l'homme qui sont une sorte de somme de sa pensée en alexandrin, majestueux. Voilà. Donc le texte qui va m'intéresser pose de manière évidente la question de la place de l'homme dans le monde, en revêtant la forme extérieure d'une fable, pratiquement sur le modèle de La Fontaine, que Voltaire, naturellement, connaissait très bien. Est-ce que j'ai eu le temps de lire le texte ? Comment ? Alors, un jour, quelques souris se disaient l'une à l'autre, je vais au moins lire le début, et puis résumer un peu, que ce monde est charmant, quel empire est le nôtre ? Ce palais si superbe est élevé pour nous. De toute éternité, Dieu nous fit ces grands trous. Vois-tu ces gras jambons sous cette voûte obscure ? Ils y furent créés des mains de la nature. Ces montagnes de l'art, éternels aliments, sont pour nous en ces lieux jusqu'à la fin des temps. Oui, nous sommes grands dieux. Si l'on en croit nos sages, le chef-d'œuvre, la fin, le but de tes ouvrages. Les chats sont dangereux et prompts à nous manger, mais c'est pour nous instruire et pour nous corriger. Plus loin, sur le duvet d'une herbe renaissante, près des bois, près des eaux, une troupe innocente de canards nasillants, de dindons rengorgés, de gros moutons bêlants que leur laine a chargés, disaient « Tout est à nous, pré étant, bois, pré étant, montagne. Le ciel, pour nos besoins, fait verdir les campagnes. Là ne passait auprès, etc. » Donc, vous avez une succession d'animaux qui se croient tous, vous avez compris, le centre du monde, et l'homme fait son apparition à la fin de cette série, dans une sorte, évidemment, de dérision extrême de l'idée d'anthropocentrisme. Alors, ce texte, je ne le lis pas en entier, sur le plan de la langue, peut apparaître pour des élèves de c'est cinquième, c'est ça, comme un parcours d'obstacles. Je pourrais tenter de faire la liste de ces obstacles, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les lever tous pour le lire en classe. Et j'aurais même tendance à penser que ce serait une erreur pédagogique que de passer un temps fou à expliquer le moindre détail ou d'être obsédé par l'exigence d'une clarté absolue. Après tout, nous lisons sans cesse, même adultes, des textes dont nous ne comprenons pas tout. Et c'est une expérience très riche,
car si nous les lisons quand même, c'est qu'ils nous apportent assez pour que nous fassions sans ce reste qui nous échappe. Apprendre à lire sans tout comprendre, c'est d'ailleurs travailler, me semble-t-il, une compétence majeure. Car ne pas tout comprendre, c'est pas forcément passer à côté de l'essentiel. Et si nous ne lisions que des textes parfaitement clairs en tout point pour nous, nous ne pourrions jamais progresser dans notre expérience de la lecture, car c'est à coup de négociations avec des textes que nous ne comprenons qu'en partie, qui sont un peu trop difficiles pour nous, et en prenant des risques que nous nous élevons au-dessus de nous-mêmes dans la lecture. Qui a tout compris en lisant Proust pour la première fois ? Personne, et pourtant je pense que beaucoup ont continué. Et puis nous nous appuyons sur des éléments de familiarité que nous faisons entrer plus ou moins consciemment en dialogue avec des éléments plus obscurs. Car d'un autre côté, si le travail sur la fable a été fait, et bien fait en sixième et avant, ce texte n'est pas non plus sans pouvoir donner sur certains plans une impression de familiarité, de partiellement déjà vu aux élèves avec ces animaux qui parlent et sa versification classique. Et puis, il présente un avantage structurel certain pour affronter la question de la complexité de la langue et des allusions culturelles. C'est qu'il propose plusieurs variations successives sur la même idée et qu'en croisant les éléments de cette structure répétitive, les élèves peuvent construire sa signification globale sans forcément s'arrêter sur le moindre détail. Et méthodiquement, se saisir d'un passage qui nous parle pour relire les autres et tenter de les comprendre à la lumière de ce qui commence à être entrevu dans un passage du texte, c'est travailler une autre compétence de lecture fondamentale. Le sens peut donc être, à propos de ce texte, l'objet d'une quête et d'une enquête. L'idée d'enquête est apparue plusieurs fois depuis ce matin, à partir d'une amorce très simple du professeur, sous forme de questions sur sa signification globale, et de l'approche de ce sens par les élèves, s'emparant des parties du texte qui sont plus claires, comme de clés pour comprendre le tout et affronter des passages plus complexes. Au XIXe siècle, le darwinisme sera une étape cruciale de la représentation que l'homme a de lui-même et de sa place dans le monde naturel, et en particulier parmi les animaux. Mais sans attendre cette prodigieuse avancée de la pensée, le XVIIIe siècle pose de manière radicale la question du rapport de l'homme et de la nature à partir de plusieurs questions simples et fondamentales que ce texte concentre de manière exemplaire et qui ne peuvent qu'interpeller les élèves et, j'aurais envie de dire, les êtres humains, tout simplement. La prétention de l'homme à être le centre et la fin de l'univers est-elle légitime ? L'homme est-il quelque chose de spécial ou n'est-il qu'un animal comme les autres ? Est-il un animal ou non ? D'ailleurs, je suis convaincu que cette dernière question ne peut que susciter beaucoup d'intérêt et de discussion chez les élèves. Et après tout, si les élèves sont bousculés ou heurtés par un texte, c'est forcément parce qu'ils l'ont compris. Et apprendre à accepter d'être bousculé, heurté par un texte, voilà une compétence, en prenant certaines précautions, bien sûr, on ne va pas faire lire du Sade en sixième, qui ne s'acquiert jamais assez tôt. J'ai un souvenir inoubliable d'un cours que j'avais donné en classe de 6e dans un collège de Vers-Saint-Denis, près de Melun. Mon Dieu, il y a de cela près de 30 ans, ça ne me rajeunit pas. Un extrait des Métamorphoses d'Ovide où l'écrivain donne la parole à Pythagore. Un saisissant réquisitoire végétarien qui présente la consommation de viande comme une abomination dans une langue d'une violence inouïe. L'attitude de mes élèves allant vers leur steak ou leur cuisse de poulet à la cantine montrait qu'ils avaient très bien compris et que le texte d'Ovide leur avait très fortement parlé. D'ailleurs, je passe là-dessus, mais Ovide, même en traduction, c'est vraiment très difficile. Mais si le sens perce le papier et nous interpelle, qu'importe. Le rapport est construit avec le texte et la rencontre a lieu, et pour moi, c'est ce qui est fondamental. Je ne peux pas parler de tout. Je vais donc poursuivre mon intervention par quelques éléments de réflexion sur l'objet d'enseignement qui est le plus en phase avec mon domaine de spécialité, celui qui porte sur la question de se raconter et de se représenter en classe de 3e. C'est un très bel objet de réflexion. Globalement, l'unité de cet objet est celle des écritures de soi, qu'elles soient narratives ou non, factuelles ou fictionnelles, pour utiliser une terminologie qui s'est imposée dans les études littéraires depuis le fiction et diction de Genette, donc factuel pour le non-fictionnel et fictionnel pour la fiction.
Narratives ou non, puisqu'il est question d'autobiographie aussi bien que d'autoportrait, et un autoportrait n'est pas un récit. Fictionnels ou non, puisque sont évoqués des genres non fictionnels comme les mémoires ou l'autobiographie, aussi bien que ce qui est appelé dans les programmes romans autobiographiques. Ce que les 18e appellent, relativement à leur époque de spécialité, roman-mémoire. Je commencerai à ce sujet par quelques généralités sur le XVIIIe siècle, avant de proposer un exemple de texte précis emprunté aux Mémoires de Saint-Simon, auteur dont je suis spécialiste et que je n'ai pas choisi par hasard. En effet, sur le plan des écritures de soi, le XVIIIe siècle est sans doute le plus important de tous. Pas parce qu'il a produit des œuvres majeures dans les genres concernés, le XIXe et le XXe en produiront tout autant. Essentiellement, les genres concernés sont les mémoires, le roman-mémoire, et ce que nous appelons aujourd'hui autobiographie, mais surtout parce que sur le plan de leurs interactions, il a créé une dynamique dont est tributaire, pour une large part, la poétique des écritures de soi dans les siècles ultérieurs. C'est le moment où, me semble-t-il, les choses se sont structurées, et où ce que nous appelons les écritures de soi, dans leur version moderne, se sont progressivement construites. Alors, d'une part, l'interaction joue entre les mémoires et les romans-mémoires, ou romans à la première personne, auquel René Desmoris, récemment disparu, je suis très heureux d'ailleurs de pouvoir citer son nom parce que c'est un très grand chercheur qui nous a quittés il y a quelques mois, avait consacré une grande somme de références absolument incontournables que j'ai fait figurer dans la bibliographie qui en principe a été distribuée. Donc d'une part, il y a ce jeu entre mémoire et roman-mémoire. D'autre part, la métamorphose interne des mémoires qui accouche dans des conditions assez compliquées de ce que, depuis Philippe le Jeune, on a pris l'habitude de leur opposer sous le nom d'autobiographie. Je rappelle en effet que pour le Jeune, alors que l'autobiographie, je pense que cette définition est dans toutes les mémoires, est un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. J'imagine qu'il arrive encore qu'on dicte cette définition en classe de 3e. Les mémoires, donc, ne remplissent pas les derniers critères, donc pour le Jeune, parce qu'ils sont censés être tournés vers une extériorité historique dont le mémorialiste a été l'acteur ou le témoin. Cette opposition entre mémoire et autobiographie, il faut le dire, a été maintes fois discutée, notamment par Gusdorff, qui, à juste titre, à mon sens, va jusqu'à remettre en question la pertinence de la notion de genre appliquée aux écritures narratives du moi. En quoi, par exemple, le fait de parler de sa vie intime ou d'autres aspects de sa vie, ça déterminerait des oppositions de genre. Et il n'est certes pas difficile, je pourrais vous en donner des quantités industrielles, de trouver des exemples de mémorialistes antérieurs à Rousseau qui évoquent leur vie dans sa dimension intime, comme Henri de Campion, que Hélène Merlin, qui parlait ce matin, affectionne beaucoup et qui est un texte absolument bouleversant, qui consacre des pages magnifiques à la mort de sa petite-fille de 4 ans, en ayant conscience qu'il exprime des sentiments qu'il n'est pas normal d'exprimer à son époque et en le disant, ou l'abbé de Choisy évoquant son goût pour le travestissement, puisque c'était un travesti qui a raconté sa vie dans un texte semi-factuel, semi-fictionnel, sous cet angle, ou même de textes évoquant de manière non systématique, mais disons fragmentaire, l'émergence d'une identité individuelle dans l'enfance. Je pense notamment à des textes peu connus, mais très facilement accessibles en édition de poche, comme les mémoires de Brienne le Jeune et surtout ceux de Madame de Staël, Delaunay, comme les peintres, Staël, S-T-2-A-L, et Delaunay comme les peintres. Écrits tous deux, alors les premiers dans la deuxième moitié du XVIIe et les seconds dans la première moitié du XVIIIe. Alors l'œuvre de Rousseau n'est donc pas un début absolu, même si la profondeur de la réflexion de l'auteur de l'Émile sur l'enfance donne évidemment au récit d'enfance des Confessions une résonance incomparable. Mais dans cette dynamique, les romans mémoires ont aussi joué un rôle. Car alors que les vrais mémorialistes se montraient relativement frileux à l'idée d'évoquer leurs émois intimes, les narrateurs de Marivaux, de Prévost et de Crébillon, les grands romanciers à la première personne du XVIIIe siècle, étaient beaucoup plus généreux en notation sur ce plan,
comme si la fiction à la première personne avait littéralement libéré ce qui était beaucoup plus contenu dans la plupart des mémoires authentiques, et comme si ces romans avaient pris en charge des aspects de l'existence laissés dans les marges des vraies mémoires. Ainsi, même si les romanciers singent les mémorialistes et prétendent publier, topos du manuscrit trouvé à l'appui, des textes authentiques, la place qu'ils donnent à l'exploration de la sphère intime, de l'existence et au vertige du sentiment amoureux trahit leur dimension romanesque. Pour un lecteur de l'époque, il n'y a pas d'ambiguïté possible, ne serait-ce que par la partie de l'existence qui est abordée dans ces textes, dont les mémoires parlent de manière beaucoup moins constante et systématique. Ce faisant, ces romans créent un précédent qui rebondit sur les écritures factuelles du moi et les remodèlent progressivement. Les confessions de Rousseau seront, de ce point de vue, le résultat le plus visible d'un dialogue entre mémoire et roman-mémoire qui fait que les seconds ont fini par avoir autant d'influence sur les premiers que l'inverse. Et que Rousseau a au moins autant lu Marivaux et Prévost que le cardinal de Rais ou Saint-Simon, qu'il n'a d'ailleurs pas pu lire, parce que ses mémoires posthumes sont parues après. Au fil du siècle, pour cette même raison, les formes factuelles et fictionnelles des écritures du moi se ressemblent de plus en plus. Et au XIXe et au XXe siècle, comme on peut le constater, elles iront jusqu'à fusionner complètement et apparaître presque indémêlables ou interchangeables. Autrement dit, les romans à la première personne et les autobiographies se ressemblent de plus en plus sur le plan formel à partir de la fin du XVIIIe et de manière de plus en plus nette au XIXe et au XXe. Et par exemple, et déjà au tout début du XIXe siècle, l'Adolphe de Benjamin Constant, qui est un roman, et ses récits improprement parlés autobiographiques sont assez peu différents, aussi bien sur le plan formel que sur le plan des domaines de réalité et des éléments de vécu qu'ils prennent en charge. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un brouillage presque complet des formes des écritures fictionnelles et factuelles du moi, du fait notamment d'une postmodernité qui affectionne ces brouillages et semble parfois leur conférer une valeur pour eux-mêmes, comme si porter atteinte aux frontières et les estomper était toujours et forcément quelque chose de positif, ce qui est un autre débat de nature philosophique. Mais je reviens au XVIIIe siècle. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps 10 ? Bon, je reviens au XVIIIe siècle. Il me semble que c'est le terrain historique idéal pour mettre en tension les différentes modalités de l'écriture de soi qui structurent toute la modernité. Il est bien sûr possible et nécessaire de remonter plus haut, et par exemple, je pense que le sujet se raconter, se représenter, pourrait aussi être le cadre d'une première lecture d'extraits des Confessions de saint Augustin, et pourquoi pas des écrits mystiques de sainte Thérèse d'Avila, qui propose un des plus admirables modèles d'écriture de l'intériorité de toute la littérature européenne. Mais proposer un groupement de textes centré sur le XVIIIe et montrant les rapports entre les mémoires, les romans-mémoires et l'émergence de l'autobiographie au sens de Lejeune, c'est un chantier très riche. Donc, je vais passer plus rapidement sur des points que je voulais évoquer. Ce que je voulais montrer, c'est qu'à partir de certains textes, qui pourraient par exemple tourner autour de la question de la représentation de la vie intérieure, dans les textes de mémoire et d'autobiographie de l'Ancien Régime, on pourrait précisément s'interroger sur l'opposition mémoire-autobiographie à partir de textes qui nous montrent que l'intériorité, nous en avons aujourd'hui une conception stéréotypée. L'intérêt des deux textes de Saint-Simon que vous avez dans les exempliers, c'est que ces textes, donc là je résume ce que je voulais dire, c'est que ces textes mettent en scène un jour important pour Saint-Simon, ce jour-là au lit de justice au Parlement de Paris, les bâtards de Louis XIV qui ont acquis des droits qu'ils jugent insupportables du vivant de leur père Louis XIV perdent une partie de ces droits. Et le mémorialiste raconte dans deux passages de ses mémoires, je n'ai pas le temps de détailler, les émois, les extases qu'il vit au moment où les bâtards de Louis XIV, les enfants légitimés de Louis XIV, perdent leurs droits. Ce à quoi on a affaire, c'est bien à l'exhibition d'une intériorité, mais cette intériorité n'a rien à voir avec une vie sentimentale au sens, par exemple, amoureux ou affectif au sens habituel du terme. C'est une intériorité, une intimité qui est hantée par le politique.
et qui manifeste le fait que l'intériorité d'un duc et père d'Ancien Régime, c'est pas forcément le sentiment amoureux, la sexualité ou je ne sais trop quoi, et que ça peut être complètement habité par des questions hiérarchiques, par exemple. Là, vous avez une confrontation à l'historicité de la vie psychique, qui est quelque chose qui, si on s'y prend avec un petit peu de souplesse pédagogique, est extrêmement intéressant, parce qu'on comprend que l'intériorité même de l'être humain, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire. Bon. Il y a des textes magnifiques chez Montluc. Montluc est un grand mémorialiste de la fin du XVIe siècle, qui a écrit ses commentaires comme capitaine, au sein notamment des guerres de religion. Dans les commentaires de Montluc, vous avez 2 récits de rêve. Les 2 récits de rêve des commentaires de Montluc mettent en scène le rapport entre Montluc et son roi. Et ce que ces textes bouleversants, Montluc raconte qu'à la suite de chacun de ses rêves, il se réveille en pleurant. Ce que ces textes illustrent, c'est l'intimité et la profondeur psychique du rapport d'un homme du XVIe siècle à son roi. Ce dont il rêve, c'est de ça. Qu'est-ce que l'intériorité d'un capitaine du XVIe siècle? Qu'est-ce que l'intériorité d'un duc et père du XVIIIe siècle? Voilà, me semble-t-il, des questions très intéressantes et qui nous font rentrer dans l'histoire de plein pied, dans l'histoire passant par la littérature. Il me faut encore quelques instants pour aborder donc brièvement un dernier sujet, celui peut-être sur lequel on m'aurait attendu le plus. Enseigner les Lumières dans certaines classes de collège ou de lycée ne va peut-être plus forcément de soi. Le nom de Voltaire, en particulier, suscite, on ne peut pas le nier, à nouveau beaucoup de haine du côté des esprits religieux. Du côté des chrétiens, des catholiques en particulier, les signes ne sont pas encore très forts en apparence, mais le durcissement identitaire, souvent nostalgique, des catholiques de bonne famille fait qu'attaquer Voltaire est de nouveau dans le vent, si je puis dire. Du côté musulman, les choses sont plus tendues. D'abord, tout bêtement, parce que le nom de Voltaire est associé au rejet de toute religion instituée. Mais aussi parce que Voltaire n'a pas toujours été tendre avec la religion musulmane et qu'il a en particulier présenté dans une pièce, dans une de ses tragédies, Mahomet, le fondateur de la religion musulmane, comme un manipulateur et un pur politicien avide de pouvoir. En outre, la pièce met en scène la violence meurtrière liée au fanatisme religieux. Je n'insiste pas sur ce point, car c'est assez connu, mais quand même, la volonté de mettre en scène cette pièce à Genève, d'abord en 1994, puis en 2005, a eu un résultat désastreux et traumatisant, et a fait prendre conscience des limites à la liberté d'expression qu'une partie de la communauté musulmane est en train d'installer en Europe, dans un registre moins médiatisé, mais assez proche pour le fond de l'affaire des caricatures du prophète. Pierre Frantz, qui est professeur à la Sorbonne, a fait le point dans un article sur ce sujet. Je peux éventuellement vous en donner la référence. Il cite des associations musulmanes demandant l'interdiction des représentations et estimant que la pièce, je cite, constitue une insulte, il s'agit bien d'une pièce de Voltaire écrite au XVIIIe siècle, constitue une insulte envers toute la communauté musulmane du pays de Gex et est de nature à troubler l'ordre public. Ainsi que Hafid Wardiri, porte-parole de la mosquée de Genève, jugeant pour sa part que la communauté musulmane est insultée par cette pièce. Alors, confrontés à ce dossier brûlant, les universitaires et les enseignants sont parfois maladroits. Combien d'articles, notamment, cherchent à excuser Voltaire, à citer des textes moins violents contre Mahomet que sa tragédie, à chercher les traces d'une évolution de Voltaire dans sa relation à la religion musulmane, par exemple dans son essai sur les mœurs, censé être plus tendre avec le prophète et sa religion. Mais faire de Voltaire un défenseur de la religion musulmane est aussi incongru que si on cherchait à faire de lui un défenseur du christianisme dont il a été un des adversaires historiques les plus violents et les plus déterminés. Enfin, à propos de la pièce, l'argument qui consiste à dire que la religion musulmane n'est pas vraiment la cible et qu'à travers Mahomet, c'est Jésus qui est attaqué est lui-même en partie discutable. En réalité, même si les Lumières sont évidemment plus obsédées par Jésus que par Mahomet, c'est évident, ce dernier n'est nullement épargné. Et le mémoire de Jean Méliès, notamment, que Voltaire connaissait par cœur et qu'il a contribué à faire connaître en publiant des fragments, est très dur avec lui. Mahomet y est traité brutalement de faux prophète qui a, je cite, établi ses lois et sa religion par tout l'Orient sur des mensonges.
Et les livres sacrés de Mahomet ne sont, sous la plume de Méliès, que de simples histoires, je cite, que l'on veut faire passer pour les plus saintes et les plus sacrées, exactement comme l'Ancien Testament et tous les autres livres sacrés. Donc la question que je voudrais poser est une question simple. Est-ce qu'enseigner les Lumières, y compris dans les attaques des Lumières contre la religion, c'est quelque chose qui devient un problème à l'école de manière générale, au collège en particulier? Est-ce qu'il va de soi de faire lire certains textes de Voltaire, par exemple, à tous les élèves, dans toutes les classes, ou est-ce que des difficultés se présentent? C'est pas moi qui vais le dire, éventuellement, c'est vous. Vous allez me rassurer, j'espère, en me disant que, bien sûr, on peut lire Voltaire partout, dans l'Académie de Créteil. J'ai terminé. Avant de lancer les échanges, juste revenir sur 2 points au début de ton exposé. Concernant les textes fondateurs, en fait, c'est une dénomination qui existait donc de mémoire avant 2008. Et ensuite, ça s'appelle texte de l'Antiquité, mais ce sont les mêmes textes. Oui. Je pense qu'éventuellement, il y a eu une réflexion sur ce que peut signifier fondateur. Oui, le problème que ça me pose, j'essaye de préciser ma pensée. Je ne suis pas attaché à la notion de texte fondateur, qui est problématique. Fondateur de quoi? De quelle culture? On sait bien qu'on est confronté à une notion complexe et délicate. Mais en même temps, choisir les monstres et les récits de création, c'est renoncer à la lecture de certains textes autrement que par des entrées presque obligées. Les monstres, ça va être le Cyclope. La Bible, ça va être la Genèse. Et puis le reste, ça passe à la trappe. Donc il y a quand même une perte de possible là, au niveau de la représentation des textes de l'Antiquité dans les classes de 6e, qui me dérange. Je ne peux pas ne pas insister sur ce point. Je pense que c'est des échanges qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous. Je termine ça à un autre point, puis après je lance les choses. On peut ensuite... L'idée était en particulier, je pense, pour ce que j'ai moi-même compris des attentes dont on discute, en gros d'éviter l'exhaustivité. Et d'éviter l'exhaustivité. Qui était relativement rare concernant l'exhaustivité de la Bible, ça paraît pas possible. C'est vrai, mais par exemple, il pouvait nous arriver de rencontrer des séquences assez longues sur l'Odyssée, on aura peut-être l'occasion d'y venir. Donc proposer comme ça des angles un petit peu saillants pour l'aborder, était une façon de réfléchir à ça. Il y a aussi, excuse-moi, autre chose, c'est aussi en partie, comme souvent les programmes, qui, quoi qu'on en dise, ont toujours quand même une part de prudence, c'est assez largement un reflet de ce qui se pratique. Oui, il n'empêche que, et je suis dur en affaires, il n'empêche que le déluge, c'est pas la création. Il n'empêche que le paradis perdu, c'est pas la création non plus. Il n'empêche que Moïse, c'est pas la création. Il n'empêche que le Nouveau Testament, c'est pas la création, et que tous ces éléments, textes fondateurs ou pas, sont constamment véhiculés par la culture littéraire, artistique, et par conséquent, que bloquer la lecture des textes anciens de la Bible et d'Homère sur l'épisode du Cyclope ou sur le récit de la création, c'est insuffisamment structurer la culture des élèves par rapport à tout ce qui va être nécessaire pour eux, pour lire un tableau, pour écouter de la musique, pour lire un roman, qui vont sans arrêt mobiliser ces références culturelles. C'est là où, comment dire... Je complète. Je n'attendais absolument pas. Je ne cherchais pas. Je complète pour nourrir les applaudissements. C'est-à-dire que complémentairement à ce que tu dis, il y a aussi un autre aspect qui est l'extrême ouverture des programmes tels qu'ils sont présentés là, et qui en effet, tu le formulais à ta façon, vous donne et nous donne la responsabilité de construire le reste. C'est-à-dire que est-ce que la bonne solution était de dire on lit la Bible en entier en 6e, on lit l'Odyssée... Non, mais encore une fois, la Bible en entier en 6e, c'est de la fiction. Non, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Oui. Ni dans un sens ni dans l'autre. C'est un classique que de confronter le récit de la création dans la Genèse à Hésiode, pourquoi pas aussi le Marillion de Tolkien, etc. Et évidemment que les professeurs le faisaient depuis longtemps. Tout ça est absolument possible. Oui. Tout ça est absolument possible.
Non, mais ce qu'on dit depuis le début ce matin sur ces, on va dire, ces thèmes et ces problématiques, hein, j'avais parlé de perche à un moment de la matinée, c'est que ce sont des entrées dont vous avez à vous saisir. Hein. Mais là, ne pensez pas un seul instant, hein, que l'idée est d'en faire moins. Hein. C'est vraiment pas l'idée du tout. Hein. Après, il y a des formes avec lesquelles vous avez à travailler, qui sont les formes de l'institution. Hein. Mais l'idée, c'est certainement pas, et je pense que, y compris, j'espère que vous le percevez, le contenu de la journée, hein, ça consiste pas à vous demander de faire des choses moins exigeantes et moins intéressantes. Et d'ailleurs, je fais circuler le micro avant d'oublier une autre chose sur ce que tu disais concernant la chronologie. Oui, hein. Les programmes antérieurs étaient plus évidemment chronologiques, on en a parlé tout à l'heure, dans leur relation en particulier avec les programmes d'histoire. Les programmes tels qu'ils existent actuellement, ils ont une dominante chronologique, hein, avec des ouvertures plus manifestes, hein, que créent les entrées problématiques. Mais la dominante chronologique, elle reste. Et quand on vous a présenté les programmes, y compris nous, quand on en a discuté avec les inspections générales, un des apports, par exemple, sur lequel on insistait, c'est le fait que précisément les programmes permettent notamment de revenir sur les textes de l'Antiquité et les textes médiévaux après 6e, 5e. Hein. Mais sinon, la dominante, hein, vous voyez bien, par exemple, si vous regardez l'entrée 3e, le XXe siècle est beaucoup plus présent qu'en 6e. En 4e, il y a une dominante 19e qui existait auparavant. Donc ça reste, mais il y a ces problématiques qui permettent, hein, de construire des groupements de textes différents. Alors il y avait 2 prises de parole, peut-être. Je trouve dommage que ces programmes soient restrictifs et que ce soit de l'énergie des professeurs qu'ils dépendent de faire des choses un peu plus construites, un peu plus solides pour la culture générale. Parce que les vieux comme nous, on est capable de résister et puis de voir finalement ce qu'il faut prendre et laisser. Mais les jeunes derrière, à qui on donne ces programmes et qui vont se conformer à ça au pied de la lettre, ça va dans le sens d'un appauvrissement qui est assez détestable. Si je peux me permettre, je pense que les jeunes dont vous parlez, ils ont aussi une conscience de l'ambition culturelle de leur métier et qui vont pas... Non, je ne pense pas qu'il y ait un fossé de génération. Ça ne coûterait pas plus cher de faire des programmes qui ouvrent là-dessus et qui donnent les moyens officiellement. La vraie question, me semble-t-il, c'est celle, mais elle est vraiment intéressante. Hein. Ces programmes laissent une grande marge de liberté aux enseignants. Est-ce qu'ils ont raison ou pas de le faire ? Voilà la question qu'on veut poser. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être partiellement tort, hein, mais cette marge de liberté, il est vrai qu'elle donne un peu le vertige. Hein, elle donne un peu le vertige sur le terrain de la culture. Alors à nous, évidemment, à vous, hein, de donner le maximum à partir de ces possibles. De ce point de vue-là, en un sens, c'est vrai qu'on peut considérer qu'ils sont plus exigeants. Et je pense que le simple fait qu'une journée comme ça existe, c'est qu'on veut quand même aller dans le sens de la culture et de l'ambition. Hein. Mais par rapport à une idée qu'on peut avoir, hein, qui est peut-être ce que vous disiez pour partie, qu'un enseignement historiquement linéaire de l'histoire littéraire est plus structurant, hein, qu'un enseignement où l'histoire littéraire est travaillée à travers des problématiques. En un sens, je pense que c'est assez communément admis aussi aujourd'hui que les élèves qui arrivent dans les lycées n'ont quand même pas une acuité en matière d'histoire littéraire qui frappe de façon évidente. Or, les programmes antérieurs étaient plus chronologiques. Hein. Donc, bon, on remet les choses sur le chantier autrement. Oui, vous vouliez intervenir. Donc moi, j'enseigne en collège à Lagny, en Seine-et-Marne, parce que je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses du coup qui ont été dites. Effectivement, moi je pense que ça appartient à la posture de l'enseignant, tout simplement. C'est-à-dire qu'on soit d'une ancienne génération avec, comme je disais tout à l'heure, plusieurs réformes plus successives, hein, qui nous ont orientés vers ci ou vers ça comme méthodologie, ou bien qu'on soit plus jeune, parce que je pense que les plus jeunes, justement, ils ont beaucoup à nous apprendre, parce qu'ils sortent aussi souvent d'université. Et donc, il y a une fraîcheur et une réflexion que peut-être nous, on n'a pas eu non plus. Voilà. Moi, je pense que ça appartient à l'enseignant de savoir ce qu'on a à faire avec les programmes. C'est tout. Et je crois qu'on est suffisamment intelligent pour savoir à partir de quel moment on va obéir au doigt et à l'œil et à la virgule près, et à partir de quel moment on utilise un petit peu notre bon sens pour justement essayer de progresser. C'est même aujourd'hui ce qu'on fait
encore, à chaque réunion, j'apprends toujours des choses nouvelles. Je réfléchis toujours à des choses nouvelles. Je pense qu'on est tous comme ça. Oui. Et le monstre, alors par exemple, vous disiez le monstre tout à l'heure, ben voilà, forcément, le monstre, c'est le monstre qu'on va trouver. Voilà, on va se le dessiner. Ils sont en 6e, alors ils vont s'imaginer des oreilles comme ça, des doigts tordus. Bon, moi, j'ai étudié, par exemple, Barbe Bleue avec mes élèves, et ils m'ont dit, bah oui, mais Barbe Bleue, c'est pas un monstre. Alors on a réfléchi à ça, on a réfléchi à ce que c'était que la monstruosité, et puis finalement ils ont découvert que, enfin ils se le sont dit, ils y ont réfléchi, ils ont trouvé que finalement la violence, la monstruosité du caractère, la violence qu'il y a dans ce texte-là, ça fait partie du monstre, tout simplement. Et donc à partir de là, on peut réfléchir à autre chose aussi. On peut mettre d'autres textes en regard. Voilà. Je suis parfaitement... Et quant à en ce qui concerne les récits de la création, il y a tellement de choses à voir dans les récits de la création et il y a tellement de tolérance à gagner auprès de tous nos élèves qui sont d'origine et pourquoi pas de religion ou pas de religion d'ailleurs. Hein, il y a tellement de choses à partager en comparant justement tout ce que tous ces textes-là peuvent nous proposer. Et justement qu'ils soient religieux ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs. Il y a d'autres interventions. J'aimerais bien répondre à celle-là, mais j'attends un peu. Bonjour. Alors, je suis enseignante néo-titulaire, donc je fais partie des tout jeunes dont parlait Madame, à Saint-Denis. Et en fait, je voulais intervenir sur ce que vous avez dit parce que, en dépit de notre inexpérience, parce qu'on ne va pas appeler une année de stage une expérience, en dépit de notre inexpérience, nous avons quand même justement un souvenir de nous-mêmes en tant qu'élèves, et je pense que tous les enseignants l'ont, et c'est ça aussi qui est important, de se remettre à la place de nos élèves, et de leur dire que nous aussi, nous avons été à leur place, et de leur expliquer aussi, et c'est la deuxième chose qu'il est, à mon avis, important de se rappeler, de ne pas oublier que la culture générale, ils ne la perçoivent pas. Donc il faut leur en parler, il faut leur dire que ça existe. Moi, j'ai été, en fait, depuis le début de l'année, peut-être à chaque fois qu'on commence un nouveau texte ou qu'on fait une nouvelle activité, que je leur distribue un livre à lire, je leur ai parlé de ce que c'était que la culture générale, mais pas dans une espèce d'idée abstraite et universitaire du bienfait et de ce que ça procure à l'âme et à l'esprit, etc., de manière très concrète. Et je pense que c'est à ça aussi qu'il faut ramener les choses, et il faut leur expliquer en quoi... un récit de création, quelle que soit son origine, que ce soit dans un texte religieux, que ce soit dans les textes antiques, etc., ça fait partie de tout ce qui existe autour d'eux aujourd'hui. Et la culture générale, c'est aussi ce qui va leur permettre d'être socialement aptes et heureux, tout simplement. Et je pense que c'est à ce genre de choses aussi qu'il faut ramener ce que nous faisons au quotidien, quels que soient les textes que nous choisissons. Et j'ai envie de dire aussi que plus les textes que nous choisirons seront rares ou... presque triviaux, pour prendre deux extrêmes, et plus on pourra très facilement leur expliquer que la littérature, ça fait partie des choses dont ils vont avoir besoin, puisque comprennent justement un texte extrêmement pointu et rare, ou bien comprennent, je ne sais pas, un article de Closer, il en était question tout à l'heure, on doit l'étudier de la même manière et avec le même intérêt, et il nous posera toujours des questions universelles. Voilà. Bien, je pense qu'on essaiera probablement de créer de la tension entre Voltaire et Closer dans la séquence que vous produirez. Je voulais répondre. Oui, mais je voulais juste répondre. Au fond, moi, ce qui me préoccupe, c'est... vous avez constaté que j'étais quand même assez positif relativement à ces programmes sur certains points. Bon. Si je devais résumer la raison majeure pour laquelle ils me posent quand même un problème, c'est que je considère qu'ils ont trop tendance à laisser l'ambition culturelle, à faire apparaître l'ambition culturelle comme quelque chose de facultatif. Voilà. Et je pense que la mission de l'institution, ce n'est pas de présenter la culture comme quelque chose de facultatif, mais c'est bien de présenter la culture comme quelque chose qui est la fin même de l'école en classe de français. Que les indications de corpus sont relativement peu précises. Oui. Je sais que là, il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Mais je sais qu'il y avait il y a eu une version 0 qui a circulé
et y compris nous, inspecteurs, on a débattu là-dessus, hein, et nous avons plutôt orienté la version vers des indications un peu plus précises. Hein. Est-ce qu'ils sont prévus des accompagnements des programmes comme il y en avait autrefois? Il y a énormément de choses en ligne, oui, hein, oui. actuellement, mais c'est pas... Souvent, les accompagnements des programmes étaient beaucoup plus intéressants que les programmes eux-mêmes. Enfin, il fut un temps où il y avait des accompagnements vraiment riches. Et, là, d'une part, le texte des programmes lui-même est quand même très développé, oui. C'est une première chose. Et puis sur le site EduScol, je ne sais pas si vous avez commencé à circuler dessus, il y a quand même énormément de choses qui se font. Mais pour vous dire un petit peu, et pour que vous compreniez un petit peu l'esprit dans lequel ça se fait, cette manière de formuler les choses, de présenter les choses par ces entrées problématiques, et j'insiste sur ce terme, et je le prends avec la charge peut-être un peu rhétorique et universitaire qu'il a, et que l'institution n'a pas forcément souhaité mettre dans les programmes, d'où des formulations plus douces. Bon. L'idée vraiment, et c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit depuis ce matin, c'est d'inciter les enseignants et les élèves à réfléchir sur les textes. Vous parliez de culture tout à l'heure. Pour que la culture vive et se transmette, on ne peut pas postuler une révérence a priori, qui fait que on donne Voltaire parce que c'est beau et grand, ou Molière ou autre, et que ça sera en effet perçu comme tel. Là, il s'agit de les faire vivre sur le métier, en s'emparant de ces questions qu'on vous propose. Et l'esprit qu'il y avait derrière, y compris l'absence d'indication de corpus, et je vous assure qu'on a eu des échanges avec des interlocuteurs nationaux là-dessus, c'est de dire, mais les enseignants, ils savent qui sont les auteurs. Ils les connaissent. C'est eux qui vont faire les séquences. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne la liste des grands classiques. Ils savent. Bon. Et donc, nous, on leur a dit, certes, mais c'est quand même bien de le rappeler, pour ne pas laisser penser que, mais vraiment, l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire, ces programmes déjà assez fournis, c'est un canevas qu'on vous donne, avec lequel on vous demande, et j'ose espérer que la journée d'aujourd'hui fait passer ce message, on vous donne comme tâche et comme impulsion d'en faire œuvre belle, bonne et grande. Là, c'est à vous de jouer avec ça. Et il ne s'agit certainement pas, je parlais de la tension tout à l'heure entre Voltaire et Clauseur, de remplacer l'un par l'autre. Certainement pas. C'est pas du tout ce que nous sommes en train de faire. Je me souviens d'un texte, d'un pamphlet qui était sorti à une époque où les mémoires apparaissaient au programme, je ne sais pas trop quel niveau et l'auteur du pamphlet disait que le professeur était libre de choisir entre les mémoires de Saint-Simon et les mémoires de Loana. Et ça m'avait frappé à l'époque pour illustrer le genre des mémoires. C'est marrant, mais c'est pas juste. Bon. On va peut-être accomplir une spirale chronologique pendant que l'autre intervenant prend place sur la Renaissance. Je vais commencer, le temps qu'il s'installe, à sortir les documents, etc., dont vous pourrez disposer.